Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Celui-là, c'est un incontournable. Oh, ce mash-up, il est parfait. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Ça serait hyper cool dans ta pièce Star Wars, non ? Alors, un pour toi, et un autre pour toi. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bonsoir, bonjour, bon matin, bonne nuit, peu importe à quel moment vous nous écoutez, puisque ce n'est pas un épisode en direct, mais bien préenregistré. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis plus de 20 ans, mais je pense qu'il va falloir adapter notre ouverture pour depuis plus de 21 ans, le plus vieux podcast Star Wars au monde. Ici Francis en direct de Québec et en direct d'une galaxie très très lointaine, vraiment un monde à part, là, complètement détaché du reste de notre réalité, surnommé par certains Vancouver. On rejoint John Sparrow. Ça va, Jean? Oui, salut Francis, salut à tous. Ben enfin, j'ai envie de dire, cette émission a enfin lieu. Après moult reports, hein, ça fait un petit moment qu'on reporte cet épisode-là. Oui, mais bon. Effectivement, plusieurs reports pour plein de raisons. Et on était censé avoir Thomas. Je sais qu'on a plusieurs parmi nos auditeurs. On a beaucoup d'inconditionnels de Tom, dont certains de ses étudiants qu'on salue. Hein, mais malheureusement, pour des raisons personnelles, là, familiales, qu'on ne citera pas ici, Thomas pouvait pas être des nôtres. Et comme Jean l'a dit, on a reporté déjà l'épisode plusieurs fois. Ouais. Donc voilà, Thomas nous a dit, écoutez, faites-le. Et on se voit pour une prochaine. Aujourd'hui, je l'ai pas encore mentionné, mais on va parler de La Piste des Ombres, bande dessinée, traduction française de Trail of Shadows. On est dans la première phase de la Haute République ici. Hein, ceux qui n'ont pas la moindre idée de quoi on parle, pour rappel, on est 232 ans avant la trilogie, la prélogie. Donc, avant l'épisode 1 de La Menace Fantôme. Et cet album-là est un espèce de one-shot, si on peut dire, mais de mini-série, là. Dans le sens que ça ne fait pas partie des séries régulières. On a deux séries, une plus adulte, une plus jeunesse, un peu du côté de la Haute République. Ça, ici, c'est chez Marvel. Donc, c'est le format plus adulte, on va dire. Mais c'est vraiment une mini-série séparée. Mais on va voir tout à l'heure, on va en parler ensemble. C'est quand je dis séparé, c'est quand même très, très, très rattaché au reste de la Haute République. Mais avant de parler de ça, Jean, si je te demandais un petit WhatsApp rapide? Oui, bien sûr. Ben, on va faire émission comics oblige. On va faire un petit WhatsApp comics avec le rattrapage de beaucoup de séries là et de one shot. Là en VO, on a eu énormément de one shot. Alors je sais pas comment ils vont publier tout ça en français via Panini, mais là on a eu le one shot. Alors c'est le Black Crescent End. Donc il y a tout un tome qui est basé sur des aventures de Black Crescent End, le fameux Wookiee, le Dark Wookiee là qu'on voit dans la série Boba Fett. Et j'étais plutôt déçu par ça parce qu'en fait, moi je m'attendais à des nouvelles histoires sur le personnage. En fait, c'est une compilation des apparitions du personnage. De best-of. C'est ça, c'est le best-of. Donc bon, c'était sympa de relire des histoires dans lesquelles le personnage est apparu, mais c'est une redite, quoi, vu que les numéros on les connaissait déjà. J'ai aussi fait le Star Wars Vision. Alors ça c'est pareil, c'est un one-shot d'un numéro qui est une préquelle au Last Ronin, le premier épisode de la série Vision. Donc là en comics c'est sympa parce que ça respecte le noir, blanc, rouge de l'épisode. Le dessin est excellent et très très beau. Par contre l'histoire relativement anecdotique. Donc pareil, je sais pas comment ils vont publier ça chez Panini. Est-ce que ça sera inclus dans un tome ou est-ce qu'ils feront un tome de one shot comme ils avaient l'habitude de faire aussi? Je sais pas. En tout cas c'était moyen sympa on va dire.
Et j'ai relu aussi tout Crimson Reign parce que le TPB est sorti, a fait le 100%, comme vous appelez en France du coup, le 100%, où là, tous les numéros de Crimson Reign sont regroupés, contrairement à ce que nous, on a chroniqué en ondes, mélangé avec toutes les autres séries, les crossovers. Là, j'ai trouvé ça vachement plus digeste, comme je le disais souvent dans tous les épisodes sur Crimson Reign, c'est le lire en alternant les séries, c'est assez rébarbatif pour moi. Je sais que d'autres apprécient pas mal, notamment dans le Discord. Mais là, j'avoue que j'étais pas trop convaincu par Crimson Reign au global, mais là, de lire que la série principale Crimson Reign tout d'affilée, c'était vachement plus agréable, en fait. Et le dernier numéro, notamment, qu'on n'a pas encore chroniqué, je crois, vu que le dernier tome va sortir en début d'année prochaine en France, était plutôt sympa. Et ça annonce du bon pour la suite, donc ça finit plutôt bien comme crossover, j'ai beaucoup aimé. Et comme on parle du dernier crossover, il y a le Hidden Empire qui a commencé en VO, qui est pareil, qui est sympatoche, mais qui a juste commencé, donc difficile de se donner un avis. Je sais pas si tu l'as lu, toi, le premier Hidden Empire, du coup. Non, pas encore. Pas encore, bon. Et pareil, dans la continuité, on a repris The High Republic Volume 2, donc la phase 2 en comics, et The High Republic Adventure Volume 2 aussi, donc la phase 2 des aventures qui ont repris en VO et que je trouve très sympa pour le moment. Donc les 2 premiers numéros, très très bons. Ouais, voilà, effectivement. Je pense que je l'ai mentionné dans un autre épisode, mais la série principale là, qui se passe sur Jeddah est pour l'instant très intéressante. Oui. Donc, avec quelques petits liens avec le premier roman qu'on a eu là, Pass of Deceit, des liens légers mais sympathiques. Et le Adventure, là, la Haute République des Aventures, la reprise aussi, donc qui se passe évidemment à l'époque de la phase 2, mais qui a aussi des petits liens avec un perso, la jeunesse d'un perso qu'on a déjà croisé dans les romans, les machins, et le manga aussi. Donc, t'as encore beaucoup de crossover entre œuvres. Donc, très, très sympa. Donc, oui, un tout dernier truc, c'est Legends, la partie Legends. J'ai enfin lu Union. Le mariage de Luke Skywalker et de Mara Jade, c'était une mini-série qui est sortie à l'époque, qui est focus sur le mariage épique de 2 persos que j'adore dans Legends, dont Mara Jade, et c'était excellent, j'ai adoré. Donc, on me l'avait conseillé sur le Discord, et Union, top, vraiment, je conseille aussi la lecture si vous avez l'occasion. Voilà, excellent. Écoute, c'est très bien. Moi, de mon côté, c'est assez calme côté Star Wars. Je sais que là, il y a 7 semaines en France sort le 3e volume de l'Escadron Alphabet en français. Donc, oui. C'est la conclusion de la trilogie que j'avais beaucoup aimé. Ceux qui n'auraient pas pris au pire à aller prendre la première partie de notre émission qu'on avait faite sur ce volume-là, quand il était sorti évidemment là, en anglais. Vraiment là, une excellente conclusion à une excellente série de romans. Donc voilà. Sinon, non, c'est ça, moi c'est relativement tranquille. Ces temps-ci, je suis aussi dans le rattrapage, si on peut dire, comics. Là, j'avais quand même mis de côté certaines séries, là, justement, des à côté. Je me suis tapé toute la série du Halcyon Legacy. Ah, j'ai pas encore rattrapé ça. J'ai pas encore donné de notes, mais ça va se battre au bas de la pyramide. Ah oui, non, j'avais lu les 2 premiers, et les 2 premiers, c'était pas fifou. Hein. Pouf, c'était pas fou. Écoute, fais-toi pas de trop grandes attentes pour les 3 suivants. On aura une émission en début d'année. Hein. Le tome sort en France en début d'année prochaine. Effectivement, il sort vite en 100% là, chez Panini. Donc, on va pouvoir voir ça bientôt. Et fidèle à ce réflexe très européen, hein, la traduction du Halcyon Legacy, c'est Halcyon Legacy. Donc, on souligne encore une fois, il y a plusieurs choses comme ça, là, comme la série Bounty Hunters avait pas de traduction, les Crimson Reign, j'ai un petit doute là pendant que je le dis, mais en tout cas, peu importe, on sait que c'est des réflexes selon les différents pays. Donc, sur ce, on va faire rapidement un tour en hyperespace et on se retrouve pour notre sujet principal. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour, et j'ai oublié de mentionner notre partenaire pour les émissions de littérature, donc Star Wars Littérature Québec. Ceux qui ne connaîtraient pas encore, on vous invite à aller faire un tour sur c'est la page Facebook dans le fond du groupe.
Évidemment, ça s'appelle Littérature Québec, mais vous voyez Jean faire des gros pouces. Donc, on a accepté Jean, même s'il n'est pas du Québec. Non, c'est pas excessivement exclusif. Comme groupe, vous êtes tous les bienvenus. Discussion Star Wars, littérature, donc que ce soit romans, BD et les beaux livres aussi. Il y a beaucoup de gens passionnés, visiblement, les guides. Oui. Les Art of, ouais, carrément. Les Art of, etc., les encyclopédies. Et de la collection de façon plus large aussi, et des gens parfois aussi, si vous cherchez des pépites, des raretés, il y a des gens qui les affichent parfois sur le groupe à vendre. Donc, on vous invite à nous rejoindre. Donc, aujourd'hui, La Piste des Ombres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une mini-série par, je vais afficher pendant que je l'ai dit, les specs, comme on dit. C'est une série signée Daniel Rosé-Holder, un des 5 auteurs de la première phase là, de la Haute République. Là, on va parler de la version française chez Panini Comics, donc 5 comics, 120 pages à 18 € en France, donc 30 $ au Québec, au Canada. Chronologie, comme j'ai dit tantôt, en moins 232. Daniel Rosé-Holder au scénario, David Watcher au dessin et Giada Marchisio. J'ai sûrement massacré son nom, je suis désolé. Aux couleurs. Donc, on va en parler beaucoup, entre autres, des dessins. Je pense que ça va être... En fait, c'est ça, je voulais le mentionner. Les deux, auteur et dessin, parce qu'effectivement, ça sort un petit peu du cadre. Cet album-là, c'est quand même assez différent de ce qu'on a d'habitude. Donc, ça valait la peine de le mentionner. Si je te demandais de nous faire un petit résumé rapide... je peux peut-être montrer avant, pour ceux qui nous regardent sur YouTube... ceux qui nous font juste nous écouter, je suis désolé, mais au pire, vous irez voir sur YouTube. Donc, le contenu de l'album, on voit, c'est ça, les tomes 1 à 5. Vous voyez le style graphique un petit peu aussi des couvertures. Je peux pas dire, je sais qu'il y en a qui me ramènent le fait que j'accroche beaucoup sur les couvertures. Hein. Donc, effectivement, ce ne sera pas ma série préférée au niveau des couvertures. Oui, d'accord, c'est vraiment un style que j'aime pas du tout. Ah mince. Non, on va en parler. Mais ça, c'est vraiment selon les goûts. Il y en a qui vont beaucoup aimer. Mais c'est pas le même dessinateur, mais ça se rapproche quand même beaucoup de ce que vous allez retrouver en dessin dedans, en termes de couleurs, d'ambiance, tout ça. Donc, c'est ça. Il faut vous préparer mentalement à cette ambiance-là, à ce style-là, en voyant les couvertures. Donc, c'est ça, Jean. Est-ce que tu peux nous faire un résumé quand même très rapide. Là, on ne tombera pas dans les détails comme on fait parfois pour nos romans. Oui, voilà, je vais pas faire déjà, Tom était le spécialiste des résumés, donc malheureusement, il n'est pas là, donc je vais remplacer. Mais j'ai juste envie de donner le début pour donner envie même si on va spoiler comme des salles juste après, mais j'ai vraiment envie de donner envie aux éditeurs de découvrir ce tome-là, parce que j'ai l'impression qu'il est passé un petit peu inaperçu. Donc faut vraiment essayer. C'était un tome super agréable à lire, très très bonne pioche pour ma part. Et donc bon, temporellement tu l'as dit. Alors pour être plus précis, on est à post-Valo et post-bataille de Grisal, si vous vous rappelez. Donc après le roman Rising Storm, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. C'est entre les deux derniers adultes, donc Rising Storm et Fallen Star. On en est là. Et donc, à la manière d'un X-Files, je sais que tu aimes bien faire cette comparaison. Francis a raison, hein, je trouve. C'est vrai que ça ressemble. C'est même Lucasfilm qui l'avait promu de cette façon-là au début. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, oui, c'est un peu ça, parce qu'en fait, on a un maître Jedi, donc qui s'est fait tuer d'une manière assez mystérieuse. Et donc, on a un investigateur Jedi, un détective Jedi du nom de Emmerich Kaptor, qui est dépêché pour résoudre ce meurtre. Et pour l'aider dans sa tâche, on va lui assigner une détective privée du nom de Sian Holt, qui là est un personnage inédit. Et les deux, ils vont devoir apprendre à travailler ensemble. Hein. Ça, c'est le trope classique des films de détective où les deux ne s'entendent pas au début et apprennent à travailler ensemble. Et vont devoir suivre la piste qui les mènera dans les ombres les plus obscures de la galaxie. Voilà, j'avais envie de faire un petit jeu de mots en rapport avec le titre de ce tome-là. Ah, c'est plate, j'avais pas un petit tambour là, et cymbales. Là. Voilà, mais c'est tout ce que j'ai envie de dire, parce que après, ils vont enquêter, enquête, il y aura des rebondissements, mais j'ai vraiment pas envie d'en parler plus que ça dans le résumé. Je préfère en discuter avec toi. Écoute, pas de problème. Pendant que ceux qui nous regardent à l'écran, je suis en train de présenter des couvertures variantes, différentes justement, posez-vous pas la question, c'est quel numéro, là, c'est différent de ceux que je vous avais montré tout à l'heure pour le contenu. Il y a eu quand même beaucoup de couvertures variantes, c'était quand même un petit événement comme album.
Un peu comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment à part, hein, parce que oui, ça s'inscrit beaucoup dans la continuité puis tout ça, mais en termes de style, l'accent est vraiment mis. C'est un style qu'on n'avait pas dans les comics Star Wars, le style noir, dans le sens de enquête, ambiance, c'est ça, livre noir, là, on est vraiment là-dedans. Dans un sens, par moment, on se croirait plus dans Blade Runner que dans Star Wars. Même l'éditorial de l'album là, de Panini le mentionne, là, que c'est vraiment là, un tout autre style qu'on vient explorer. C'est intéressant parce que moi, je suis vraiment dans la catégorie des fans de Star Wars qui ont une ouverture totale à explorer différents genres. Donc, vous pouvez m'en donner de l'horreur, peu importe, même de la comédie, il n'y a pas de problème. Donc, évidemment, ceux qui ont critiqué, par exemple, plus récemment Star Wars en disant que ça Andor, en disant que ça faisait pas Star Wars, ben là, c'est ça, vous avez peut-être trouvé que ça fait pas non plus tant Star Wars. Mais c'est ça. Puis le duo d'enquêteurs, 2 personnalités différentes à la Mulder et Scully, un Jedi, une plus enquête. C'est une détective privée, dans le fond, là, mais qui est... oui, qui est pas Jedi, du coup. Oui. Qui est pas Jedi et qui est, dans ce cas-ci, qui est au service de la chancelière de la République. Mais c'est ça. Sinon, scénario, je suis loin d'être un fan de Daniel Roseholder. Là. Les gens qui me suivent régulièrement le savent. Ils le savent. Ça a mal commencé avec Baroud d'honneur. Et tu sais, même dans la Haute République, je trouve qu'il y a du bon, mais ça reste que, tu sais, en tout cas, il souffle la comparaison avec les autres. Voilà. Je trouve que parmi les 5, je trouve que c'est le vilain petit canard. Ouais, effectivement, je suis un peu d'accord avec toi. C'est ça. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est le plus faible. C'est sûr que là, il y avait le média jeunesse beaucoup là dans le. Voilà. Mais tu sais, même son roman jeune adulte, Midnight Horizon, était rempli de promesses à mon avis, mais plusieurs déceptions sur le résultat final. Ouais. Mais sinon. Écoute, j'ai envie de mentionner continuité et puis complémentarité, que le reste, cet album-là, cette histoire-là, ces personnages-là, c'est quand même fabuleux à quel point. T'as dit, on commence, puis je peux montrer là, à quel point on commence au lendemain de Valo, en fait, à la fin de la bataille de Valo, pas de la bataille de Valo, de la bataille de Grisal, qui se passe un peu après celle de Valo, mais dans le même roman là, de Cavan Scott, et on débute comme ça avec le cadavre, en fait, là, le putréfié en fait, c'est même de la poussière maintenant, là, mais de Loden Greathorn, le Jedi. Première page, hein, ça c'est la première page du tome, ça commence bien. Tu sais pas trop à quoi t'attendre, ok, une nouvelle mini-série, bon, première page, c'est ça, et c'est le moment probablement le plus marquant de cette phase-là au grand complet, c'est même pas le grand désastre, c'est même pas la fin qui était quand même spectaculaire, là. Ouais. Je pense que c'est vraiment ce moment-là qui a surpris tout le monde à la lecture, là. D'ailleurs, on l'a pas mentionné, mais gros spoilers, ceux qui... Ah oui, c'est vrai, ouais. Ceux qui n'auraient pas lu. Coup, ça va spoiler pas mal. Je suis désolé, là. Mais bon, c'est ça. On commence vraiment à la fin du roman de Rising Storm de Cavan Scott. Et on va se terminer, comme tu disais tout à l'heure, vraiment là en fait, dans ce qu'on vit dans la toute fin, là, de la chute, on le voit même sur l'affiche derrière moi, là, mais la chute du flambeau stellaire. Oui. Je cherchais le terme en français. Donc voilà, c'est ça. Puis on a même des petits moments sans grande importance, mais vraiment qui s'imbriquent avec la série jeunesse, même avec un, tu sais, il y avait un numéro spécial là, qui était la fameuse course là, des Jedi, ouais. Qui servait à rien, mais on la croise dans l'album. Fait que ouais, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Je sais pas pour toi, parce que tu sais, je pense que le délai de sortie était même encore plus grand que quand on suit, mettons, la série Vader ou Star Wars ou tout ça. Surtout que depuis un certain temps, ils sont tous beaucoup imbriqués. Là, c'était quand même très espacé. Puis moi, je me souviens qu'à ma première lecture, là, tu sais, semaine par semaine, si on peut dire, là, ou vraiment là, mois par mois plus. Mois par mois, oui. Ben, j'avais du mal à suivre l'intrigue, l'enquête, la fameuse enquête, tout ça. Alors que là, regroupé en un album, je trouve que c'est beaucoup mieux. Fait que ouais, beaucoup de plaisir à lire ça. On peut rester sur le scénario peut-être si tu veux, Jean, puis parler des dessins à la fin. Ça marche. Toi, au niveau du scénario, est-ce que tu as aimé? Ben, un peu comme toi, Daniel Roseholder, dès l'annonce du truc, tu te dis ouais,
Après, on le critique beaucoup de ces niveaux romans. C'est vrai que bon, toi, t'as pas aimé le Last Shot, enfin beaucoup n'ont pas aimé le Last Shot d'ailleurs. Moi, c'est le fait que tu me dis souvent, le fait d'avoir écouté en audiobook en une ou deux fois, c'est parce que Last Shot, c'était une structure vraiment très très comic book, du tout, avec énormément de temporalité. C'était ça le problème en fait. Et temporalités différentes. C'est ça. Et le fait de le poser. Voilà, si tu lisais pas d'affilée, bah tu oubliais vraiment ce qui se passait et ça faisait très comic book du coup dans la structure. Et pareil, son Midnight Horizon, il a pas fait l'unanimité, notamment du fait que c'était le tout dernier roman de la phase 1. Et finir sur ça, c'est que c'était un peu décevant, même si voilà, il y a des trucs sympathiques. Surtout après le grandiose du roman adulte là, de Fallen Star. Fallen Star, voilà. Fallen Star aurait dû finir la phase 1, ça aurait été, on aurait fini sur ça aurait été plus marquant. Là, c'est vrai que le Midnight Horizon, là, on a tendance à l'oublier un petit peu. Mais je tiens à rappeler que c'est aussi tu l'as dit d'ailleurs, c'est un Holder, c'est aussi un scénariste de comics. Et je trouve qu'il est meilleur en comics, ça fait pour moi du moins, parce que son Adventure, les aventures de la Haute République, moi j'ai beaucoup aimé tout le premier volume là, les 3 premiers arcs. Mais on ne les a pas encore chroniqués. Alors il y a une émission qui va venir bientôt, ça sera la suivante, je pense, la prochaine en comics. On chroniquera les tomes 2 et 3 là, qui sont sortis, le 3 est sorti récemment. Bientôt, je crois qu'il est déjà sorti en France en novembre d'ailleurs. Je crois qu'on est un peu à la bourre à ce niveau-là, mais j'avais plutôt bien aimé, notamment les dessins en fait. C'était plus le dessin qu'au scénario, je t'avoue. C'était qui le dessin, je sais plus. C'était Tolibao, voilà. C'était Tolibao qui était très très particulier, mais très très cool. Il a fait quelques one-shot Holder aussi assez mineurs, et il a fait aussi le tome 2 du manga, donc Edge of Balance qu'on va chroniquer aussi bientôt. Et je dois dire qu'en comics, il est plutôt, il est meilleur qu'en roman, je dirais. Et donc là, le voir sur ce comics-là, au départ, j'étais ok. Puis au final, je vais le dire de suite, mais pour moi, c'est une excellente surprise. C'est le meilleur travail de Holder sur Star Wars. Je te dis ça direct, quoi. Mais c'est pas compliqué non plus, on va dire. Mais ouais, j'ai adoré on est sur le scénario pour l'instant, donc. L'histoire, j'ai trouvé ça excellent. Les personnages sont super bien écrits. C'est quoi? J'ai plus son nom là. Comment il s'appelle? Emmerich. En plus, c'est le nom de mon cousin. En plus, Emmerich. J'adore son prénom en plus. J'ai trouvé. C'est ça. Salut Emmerich, si tu nous écoutes. J'ai trouvé ce personnage excellent. Alors on le croisait de temps en temps dans 2-3 romans, mais en caméo quoi. Là, c'est la première œuvre focus sur ça. Et son team-up avec Sian, pareil, que j'ai trouvé mais excellentissime comme personnage, ultra bien caractérisé. Et en fait, il n'y en a pas assez en fait. Il y a que 5 numéros dans le tome. Et moi, j'espère vraiment que une fois la phase 2 passée, la phase 3 ramènera le couple dans une autre mini-série ou dans une série régulière. Franchement, 5 numéros, c'était vraiment trop court pour explorer leur personnalité. C'est la réflexion que je me suis faite effectivement après avoir relu l'album, que ça aurait peut-être... en fait, certains vont peut-être la déprécier sur cet aspect-là. Ils vont peut-être trouver que ça va trop vite. Trop vite, exactement. C'est vrai que ça va vite. Faut comprendre aussi que beaucoup... le contexte évolue en dehors de l'album. Ça reste quand même une histoire, et elle serait bonne en solo, mais elle s'inscrit dans un contexte plus large. C'est un peu comme si vous lisiez une histoire qui se passe pendant la trilogie originale, mais vous avez jamais vu les films. Il vous manque un élément. Là c'est un petit peu ça. Là. Mais même, je suis d'accord avec toi, on en prendrait plus. Puis dans le fond, c'est quand même bon de le dire pour cet auteur-là que j'en veux. Oui. Ouais. Et puis tu parlais de la temporalité. Et c'est vrai que le fait que ça aille très vite, en fait, c'est dommage parce que notamment entre le numéro, c'est ça, le numéro 2 et 3 là. On a 5 numéros dans ce tome, donc entre l'issue numéro 2 et 3, tu as une espèce de gap temporel du coup, et les deux personnages vivent pas mal d'aventures ensemble et restent relativement ensemble, parce que dans le 2, donc en gros c'est ça, la structure est intéressante aussi parce que le numéro 1 c'est la présentation de chacun des personnages séparément, le numéro 2 c'est leur rencontre, et le début de l'enquête du coup, et le numéro 3 t'as un gap temporel entre les trois où ils ont vécu des trucs, et le numéro 3 ils sont vachement plus intimes, directs. Et c'est dommage parce que moi j'ai adoré ce côté. Alors c'est pas une romance, mais il y a un lien qui se crée entre les deux personnages, un lien affectif évident. Et il est limite construit entre deux numéros. Et donc j'aurais bien voulu voir plus d'enquêtes, plus de. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'X-Files et d'enquêtes, mais en gros, à part le numéro 2 et peut-être le numéro 3.
l'enquête est vite pliée, quoi. Enfin, après, ça va plus dans l'action, ça finit dans l'action en 4 et 5. Il faut dire qu'à un certain moment, on se met à suivre pas juste les Nihil. En fait, c'est ça, on va suivre certains Nihil, parce qu'évidemment, au début, c'est un peu mystérieux, mais relativement vite, on sait qui est derrière cette... En fait, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'au départ, l'enquête, le mandat qui est confié, c'est de trouver c'est quoi cette fameuse arme-là. Nous, on sait que c'est March Unruh à la fin du roman The Rising Storm qui l'a utilisé. C'est ça, par la suite là, dans The Fallen Star. Mais eux, c'est une autre piste. Ils vont arriver si on peut dire, au même résultat, là, mais par la piste de traître, on va dire qu'ils veulent détourner cette technologie arme-là, on peut le dire, là, c'est des créatures, pour la vendre à la pègre de Coruscant, qui se montre très intéressé, c'est ça, à des créatures qui paralysent, si on peut dire, là, les Jedi, là, qui se mettent à... J'avais une image, là, que tu nous avais sélectionnée, là, mais pour donner un aperçu, là, que justement, le maître Emmerich, là, se met complètement à halluciner, ça vient vraiment créer une terreur. Il mentionne aussi que les dépositions de chaque... Parce qu'au début, on est très en mode enquête. Puis il mentionne les dépositions de chaque témoin ne concordent pas du tout. Donc, il y en a pas un qui s'accorde sur qu'est-ce qu'il a vu. Parce qu'effectivement, c'est ça crée vraiment des visions, mais très, très, très réelles, que ceux qui étaient présents sont convaincus que c'est ça qui est arrivé. Donc, c'est ça. Fait ça évolue effectivement au fil des numéros. Puis comme tu dis, l'aspect enquête X-Files passe vite. Moi, j'ai envie de dire que là aussi, la comparaison était peut-être là-dessus au niveau de la relation entre les deux. Deux personnages, parce que, comme tu dis, je pense pas qu'on parle de relation amoureuse, mais on est à la frontière on est vraiment, à la fin, on est dans une amitié très proche. Il n'est pas question, tu sais, contrairement à d'autres aspects qu'on a eu plus récemment, il n'est pas question de sexe du tout ici, là, entre les protagonistes, en tout cas, pas de ce qu'on en sait. C'est vraiment une relation de... affective, comme des amis de très longue date là, peuvent être puis comme sont les deux célibataires, ça pourrait effectivement tourner très facilement en romance là. Mais c'est ça, il n'y a pas d'embrassade, il n'y a pas de quoi que ce soit du genre. En plus on est à une période où justement les Jedi, on l'a vu dans d'autres œuvres, sont un peu plus open à ce genre de relation. On a vu que voilà, c'est pas aussi strict que ce qu'on a connu dans la prélogie. Et tu disais qu'il n'y avait pas d'embrassade, mais justement, là, j'ai sélectionné une image où, techniquement, il y a une embrassade, mais au sens propre, où en anglais, on dit se hug, quoi. C'était celle-là. Voilà, il y a une accolade, voilà. Donc ça finit, un numéro finit comme ça, où tu sens que Ah, pardon. Ouais. Et moi j'ai trouvé ça très émouvant comme relation. Et tu sens que le Jedi, Emmerich est froid, est assez froid, il veut pas travailler avec elle, tout ça. Elle est beaucoup plus chaleureuse et elle commence à jouer sur ça en disant et tu vois, leur première rencontre, t'as le passage où Emmerich va sous la douche et va se changer. Enfin, t'as un peu passage à la Kylo Ren où il arrive torse nu. Enfin, moi, j'ai pensé de suite à ça. J'ai trouvé ça relativement, sympa, quoi, de voir. Et c'est tout le temps des dialogues assez bien écrits. Je trouve vraiment Holder sur ce coup-là. Tu sens que Sian, elle est un peu, elle y va franco, quoi. Elle a pas la langue dans sa poche. Lui, il est un peu plus retenu et puis il va petit à petit s'ouvrir vu ce qu'il va vivre. Dans le tome, ça va un peu le perturber, on va dire. Elle sera là pour l'aider. Enfin, il y a vraiment une relation de confiance qui se crée entre les deux et c'est très très agréable à suivre, ça. Ouais, c'est ça, mais ça passe vite, effectivement. Comme tu dis, entre deux numéros, on a une ellipse temporelle, mais qui correspond aussi, faut comprendre, on est dans puisque là, on lit un album complet, mais il faut comprendre que c'était des sorties et que dans la réalité aussi, il s'est écoulé plusieurs autres événements, plusieurs sorties d'autres romans et d'autres choses entre ces fameux numéros-là. On est même passé, en fait, d'une vague à l'autre. Dans la première phase, il y avait 3 vagues, et là, ça couvrait 2 vagues. Donc, c'est ça, c'est quelque chose quand même de réfléchi qui se tient là en termes de commande, là, on va dire. Là, c'est pas des erreurs de l'auteur. Et il faut aussi accepter ce que c'est. C'est une mini-série en 5 numéros. Donc, c'est ça. Là, je suis le premier, en fait. J'aurais vu ça en pas mal plus de numéros, minimum le double, voire le triple. Mais c'est ça, la commande, c'était une mini-série.
Donc, c'est normal que les choses se précipitent. Mais comme tu dis, c'est pas impossible qu'on les retrouve à la 3e phase. Qui sait, en fait, on ne sait pas du tout ça va être quoi la 3e phase pour l'instant. Ça serait dans la logique de poursuivre ce qui a été fait avec la phase 1. Moi, c'est le personnage de Sian, j'aimerais vraiment la revoir plus que limite Emmerich, parce que c'est vraiment un personnage qui m'a tapé dans l'œil. Moi, alors là, je suis en plein dans Légende et je suis en plein dans cette période-là, du coup, ça m'a beaucoup fait penser. Alors, vite fait, je sais pas s'il y a que moi qui pense comme ça, mais Amara Jade, évidemment, son design c'est une rousse. Bon, là, elle est asiatique, mais t'as un passage où, vers la fin du tome, où, pareil, j'ai sélectionné l'image, je crois, où elle récupère un sabre. Là, voilà, t'as la variante où elle récupère un sabre, le sabre d'Emmerich pour le sauver. Là, direct, j'ai pensé à Amara Jade. Enfin, là, je lisais Union, justement, t'as Amara Jade au sabre, ça m'a fait directement penser à ça. Donc, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu. Et très bon travail. Le duo, justement, avec Emmerich fonctionne parfaitement. C'est pas un album avec des blagues qu'on pourrait s'attendre, là. Bon, le clash de personnalité. Non. On est dans le sérieux. Ça, c'est sérieux, oui. Mais ouais, effectivement, 2 personnages que j'espère qu'on va retrouver, parce que même du côté des Jedi, quelqu'un qui est vraiment, enquêteur, que c'est pas un chevalier qui a un padawan et puis il protège telle planète, ou là, lui, sa job, c'est des enquêtes là, minutieuses sur des mandats précis. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça original. Ouais. Je ne sais pas souvenir qu'on avait quelque chose de semblable, en tout cas dans le canon. Dans le canon, peut-être pas, ouais. C'est vrai que ça ressemble. Alors, ceux qui aiment bien le côté un peu gritty, un peu sérieux, comme tu dis, là, on sort d'une série Andor extrêmement sérieuse. Là, c'est pareil. Le ton est, bon, c'est un peu plus léger qu'Andor, je dirais, quand même. Mais ça reste sérieux. Ça parle de la pègre de Coruscant. Enfin, c'est à Coruscant? Non, je suis même pas à Coruscant. Non, c'est une autre planète ville, mais un peu dans la manière des bas-fonds de Coruscant, tu vois, où t'as beaucoup d'aliens. Alors, c'est pour ça, c'est dommage que Tom soit pas là. Il aurait dit, mais il aurait été heureux, parce que c'est beaucoup d'aliens, les bas-fonds de cette planète à la Blade Runner, comme tu disais, très cyberpunk et tout. C'est vraiment une ambiance assez film noir, complètement. Tu l'as dit, très détective, film noir, film d'époque, détective des années 40, machin. C'est vraiment cette ambiance-là, quoi. Et ouais, ça fait plaisir de voir ça dans le canon. Je pense pas l'avoir vu. Alors, dans le Legend Sea, avec Nar Shaddaa, normalement, moi, j'ai quelques relents de Nar Shaddaa, ça faisait un petit peu penser à ça. Mais ouais, dans le canon, c'est assez original, je trouve. Ouais, puis on peut peut-être mentionner aussi que c'était la première apparition démasquée de Marchion Ro. Voilà, je me demandais si c'était ça. Ouais. Là, évidemment, après, il y a eu une série là, de deux one-shots là, sur Marchion Ro. Mais à ce moment-là, c'était vraiment, si je ne me trompe pas, il me semble que c'était sa première apparition. Oui, je crois. Ouais. On a un Marchion Ro, justement, enfin, pour la première fois, on a une présence, parce que tu sais, quand il est masqué, bon, c'est un IL un peu comme les autres. Là, on a une présence, tu sais, imposant, physique, intimidant. Donc, ouais, j'ai bien aimé, mais là, je veux pas qu'on parle, en tout cas, on va en parler après des dessins. Oui, mais justement, tu mentionnais des premières fois, et c'est vrai que ce tome-là, nous montre visuellement, pour la première fois, parce que effectivement, ce sont des passages qu'on avait lus dans les livres. Tu mentionnes la mort de le Great Storm, t'as l'explosion du Starlight Beacon à la fin. Tout ça, c'est des passages qu'on a lus précédemment ou au même moment. Les séries, les issues sortaient à ce moment-là, mais qu'on voit visuellement, genre les Nameless, voilà, les fameuses créatures qui tuent les Jedi. Je crois aussi que c'est la première fois qu'on le voyait visuellement. Enfin, on voit juste une patte sur la fin du tome. Ouais. Et je crois que c'était la première fois qu'on le voyait de visu, vraiment dans un comics, quoi. Donc, ouais, c'était assez intéressant. Plusieurs premières, une belle explosion, une belle surprise quand même que cet album-là. Justement, écoute, c'est la transition parfaite pour parler au niveau graphique. Là, je pense que c'est là qu'il peut y avoir plus de débats. Oui, je pense. Là, on montre des images, ceux qui nous regardent sur YouTube, on montre des images depuis tout à l'heure. Vous avez probablement remarqué à quel point on est dans des teintes froides, des ambiances justement noires, sombres, inquiétantes, tout ça. C'est volontaire, c'est pour coller évidemment avec l'histoire. Certains... ça c'est magnifique. Ouais. J'ai trouvé ça. Oui, c'est ça. Beaucoup de petites pépites. Hein. Puis là, à l'écran, pour ceux qui nous écoutent à l'audio, là, on voit l'espèce de vaisseau araignée qu'on avait découvert dans une autre série de Daniel Roseholder. Là, donc, je me souviens plus comment il s'appelle, là, mais c'est un croiseur Nihil. Ouais.
Vraiment une araignée mécanique. Beaucoup de liens comme ça là, entre les séries. Mais ouais, c'est ça pour les dessins. On est dans un style graphique, c'est ça, au niveau couleur, c'est une chose. Puis au niveau de dessin, ben c'est ça. Moi, j'aime souvent donner la comparaison des vieux comics des années peut-être 80-90 en termes de style. On n'est pas dans un style photoréaliste ou quelque chose comme ça. Ou par exemple avec des couleurs faites avec des petits pointillés. Là. Hein, quand il y a de l'ombre, ces choses-là. Moi, ça me rappelle les vieux comics justement en papier plus pas cartonné, là, mais plus rugueux, là, qui nous tachaient les doigts presque. Là. Les vieux Archie ou ce style-là, évidemment, qui n'était pas du tout dans le même sérieux. Là. Mais ouais, on est un peu là-dedans. Donc moi, il y a ça qui m'avait accroché un peu au début. J'étais un peu déçu de ça. Ah oui. Toi, Jean, comment tu as trouvé le style graphique? Alors là, c'est marrant que tu aies noté l'espèce de pointillé là, ce style-là, qui faisait très vieillot justement, parce que justement, moi j'ai noté ce point-là aussi, et notamment sur cette page-là là, que tu montrais juste avant, où les ombres sont faites en pointillé, et tout comme toi, hein, alors, tout comme toi, j'ai trouvé ça très pas vintage, comment t'appelles ça, un peu rétro quoi, style un peu rétro, mais moi j'ai beaucoup aimé justement, ça colle énormément au style détective noir, film noir, tout ça, donc un peu rétro. Et ouais, le coup des poings, ça m'a surpris. Les ombres, là, on voit, enfin, je sais pas si on le verra à la vidéo, mais genre, on voit Stellan avec son ombre. Et quand si jamais vous avez le tome chez vous, vous regarderez, il y a plein de petits points. Moi, ça me faisait penser, alors, j'ai pas lu les Archie, en Europe, les Archie, je sais pas si c'est si connu que ça. Okay. Moi, c'est surtout les intégrales X-Men que je lis là chez Panini et que j'adore, que je dévore là, à chaque tome. Et justement, les vieux tomes, là, les vieux Chris Claremont des années 70-80, il y a ce genre de pointillés là, au niveau des ombres, et ça m'a surpris de le voir sur ce numéro-là. Mais j'ai trouvé ça, ouais, pourquoi pas d'utiliser ce style-là. Photoréaliste, non, mais très comics, comics un peu Legends, quoi. Très et il y a quand même une continuité des dessins, d'une case à l'autre, d'une page à l'autre, d'un numéro à l'autre. On reconnaît les personnages, donc ça, c'est quelque chose qui parfois, là, les dessinateurs de comics, là, sans doute aussi à cause des délais et tout ça, là, mais moi, je trouve qu'une des failles qu'on voit souvent, c'est ça. La difficulté à reconnaître les personnages parce que le visage est manqué, tout ça. Et là, on a des personnages qui changent de tenue, en plus. Par exemple, le Jedi, un moment donné, va se retrouver en civil, si on peut dire, là, habillé. Oui. D'ailleurs, il dit lui-même qu'il se trouve ridicule quand il s'habille en civil. Mais, fait que c'est ça, un chapeau là, au niveau du dessinateur. Ouais. Justement, le dessinateur... Ça ne sera pas mon style préféré de dessin de comics. Ouais. C'est marrant parce que si tu regardes un petit peu le background de David ou de Dave Watcher, là, c'est un dessinateur donc qui est assez prolifique, hein, parce qu'il il n'a pas fait que ça. Mais dans Star Wars aussi, mais à part ça, il a fait du TMNT, du Aliens. Là, il sera sur la prochaine série Blade. Il a fait du X-Men, du Iron Fist. Et c'est marrant parce que quand tu vois, et du Godzilla, voilà, parce que moi, je suis je suis très fan de l'univers Godzilla. Et j'avais déjà vu ce dessinateur sur Godzilla Cataclysm et Godzilla in Hell, qui sont génialissimes pour les fans de Kaiju. Faut y aller, c'est génial. Et justement, je trouve que c'est très approprié ce genre de dessin pour du Blade, du Aliens ou du Godzilla ou du TMNT, tu vois, un peu, qui sont des séries un petit peu dark, c'est un peu bateau de dire ça comme ça, mais un petit peu noir, quoi. Donc là, c'est complètement son style, je trouve que ça colle parfaitement au truc, quoi. Donc ouais, gros point fort pour moi pour les dessins, mais qui ne fera pas l'unanimité apparemment. Mais écoute, c'est comment dire, faut quand même souligner des fois la prise de risque, hein, parce que effectivement, quand c'est trop générique, quand c'est trop pour plaire à tous, on le dénonce aussi, donc. Au moins, il y a un style. Moi, là, il y a un style, tu vois. Et comme tu dis, les visages, tout ça, tout est bien dessiné. Souvent, c'est quand les personnages sont proches, ils sont très détaillés. Et quand ils sont un peu plus éloignés, on l'a vu avec le fameux gentil sur la série régulière de High Republic, il dessine un rond et 2 points et un sourire, quoi. Tandis que là, même les personnages plus éloignés, ils sont quand même bien faits. Là, on voit l'espèce de petits, alors je sais pas la race de petites chauves-souris rats là, qui sont au centre du récit. Des Shadrafan, si je me souviens. Ah oui, c'est vrai.
maintenant que tu dis, ça m'a, oui, c'est pas une race qu'on a vu régulièrement chez Darfan, donc je trouve vraiment super bien fait. Tout ce côté alien là, c'est vraiment encore une fois Tom, tu nous manques, mais il y a énormément d'aliens et je les trouve vraiment excellents. Le fameux, alors un des personnages principaux, on va dire l'antagoniste principal, j'ai plus son nom, j'ai plus sa race, mais je vais afficher si tu veux bien là, tu vois lui là qui est vraiment excellent, enfin une espèce de diable là, en plus il est tout le temps dans l'ombre avec son espèce de staff laser, c'était vraiment très très bien dessiné, j'ai trouvé l'ambiance vraiment excellente quoi, donc big up pour le dessinateur, je trouve. Et alors c'est rigolo, les couvertures, tu voulais mentionner vite fait que toi t'as pas accroché, c'est marrant parce que moi j'ai surkiffé là les 5 que t'as montré là, j'ai trouvé ça magnifique. Alors pareil, le dessinateur couverture c'est pas le même, alors c'est rigolo parce que pour le 100% VO, le TPB en VO, quand t'as tes crédits au début là, ils te mettent que c'est Phil Noto le cover artiste, alors que non, ça doit être une erreur de. C'est pas son style du tout. Ah non, justement, je trouvais ça bizarre et non, c'est Daniel Lopez, qui est un dessinateur espagnol, alors très 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 connu aussi. Le gars, il a quasiment tout fait, il fait beaucoup de covers, il fait pas mal d'intérieur, mais beaucoup de covers. Il a déjà fait beaucoup de Star Wars, du Dark Maul, du Dr. Aphra. Et là, je trouve que ces couvertures, pareil, ont un style. Moi, je les trouve magnifiques. Vraiment, mais qui ont un style particulier et c'est pas Noto, c'est la petite erreur, c'est Marvel du coup, je sais pas, en VO ils ont dû corriger, mais c'est pas du tout Noto. Et il y a même Anendito là, le dessinateur de la série régulière, qui fait une petite variante cover qui est pas mal. Et moi ma cover préférée, c'est une variante que je sais pas si vous l'avez dans le tome en VO, mais c'est Annie Wu qui a fait, voilà, celle-là qui est basée évidemment sur le personnage de Sian. Et qui est que là j'ai flashé dessus, tu vois. J'étais là, ok, je la veux en poster, tu vois. C'est là. Je la trouve superbe. C'est très simple, il y a pas énormément sur l'image, mais je sais pas, il y avait une vibe un petit peu manga peut-être qui m'a plu. Justement, dans le fond, puisqu'on est sur les couvertures, et même si je sais que certains auditeurs sont en contre-foot, mais comme nous, non, c'est intéressant. Je vais en profiter justement pour montrer souligner le fait que Panini a fait le choix justement d'utiliser une couverture variante pour la couverture de son album. Donc, c'est quelque chose que j'ai plusieurs fois souhaité et mentionné. Entre autres, dans le fond, directement à notre ami Aurélien de chez Aurélien Vives, là, au niveau de Panini Comics. Donc, c'est le même dessinateur que les autres couvertures régulières là, des 5 numéros. Lopez, je me souviens plus de son prénom. Oui, c'est ça, Daniel Lopez. Ouais. Mais effectivement, celle-là, je la trouve très, très, très jolie. Très jolie. Très stylisée. Et deuxième des choses aussi que je voulais mentionner par rapport à l'album physique de chez Panini, ça fait quelques numéros de ça, donc tant mieux si c'est un nouveau standard, mais on a des couvertures variantes à la fin. Donc, très, très apprécié. Moi, je trouve ça super. Surtout que j'ai l'impression que pour les Européens, les variantes qui sortent aux États-Unis, ils les voient jamais dans le fond. Et ouais, donc là, c'est l'occasion de les retrouver. Et on les a pas toutes parce qu'il faut dire qu'il y en avait, il y en avait beaucoup là, des variantes sur celle-là. J'ai l'impression que c'est peut-être une question de droit aussi, là, la raison pour qu'on les a pas toutes. Mais ouais, c'est ça. Fait que bravo Panini, ça fait partie des petits plus qui nous incitent à payer quand même $30 canadiens plus taxes pour l'album de 5 numéros. Donc voilà, la qualité du média physique. Et c'est ça, les petits plus comme ça, le petit édito au début, toujours très apprécié. Sinon, Jean, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter? Oui, après c'est des petits détails. Des petits détails. Tu parlais d'interaction entre œuvres et tu parlais de la fameuse course. On voit donc Zam Zetifar furtivement dans le tome. Et là j'ai eu peur. Là j'ai eu peur parce que Daniel Roseholder, c'est celui qui a écrit ce pan-là de l'histoire de High Republic, là, tout ce qui est course, la course de Starlight Beacon. Et je trouve ça tellement nul. Enfin, là c'est encore une fois ça. C'est tellement nul. Et on le retrouve souvent. On est dans la série jeunesse. Mais je sais pas, ça fait vraiment une tâche. Tu vois, la phase 1 de la Haute République, j'aime quasiment tout, mais ce pan-là, juste ça, le côté course, et on le retrouve là, on critiquera ça dans le manga, on le retrouve ça dans le manga, encore une fois, furtivement, t'es là, et parce que c'est un holder, encore une fois, à la barre, et je suis là, mais c'est pas une bonne idée, ça, le coup de... En plus, tu comprends pas les règles, tu sais pas pourquoi ils font ça, les jeunes, c'est pour lâcher la pression, tout ça, ok, mais c'est quoi le but, je comprends pas l'histoire de cette course. Non, mais, voilà, c'est furtif. La commande, c'est d'écrire un one-shot,
Non, le one-shot est affreux aussi. Et comme il y en a eu un autre, c'était-tu pour le Free Comic Book Day, là, que c'était... il faisait un gâteau, là, Bucket of Blood. Ouais, bah tu vois, le gâteau m'avait plus plu que la course, tu vois, bizarrement. Ouais. Mais là, au moins, tu avais la recette à la fin du bouquin, alors que là, la course... Bon. Mais la recette, écoute, je sais pas si tu as essayé de le cuisiner. Là. Moi, je suis pas sûr que ça donnerait vraiment un bon résultat, mais bon. Prochaine update, si jamais on l'a fait à la maison, je te dirai. Non, mais bon, heureusement, là, on le voit furtivement, juste Zam, voir Zam, c'était sympa. Tu as Stellan, tu as des personnages comme Stellan, comme... comment ça s'appelle ? Ça y est, j'ai plus son nom, la maréchale. Merde, Avar. Ok, la maréchale Chris, ouais. Avar, maréchale, vite fait. Oui, alors tu parles de la page justement où tu as la chancelière, et à côté, tu as la fameuse Staros, la sénatrice, oui. Staros. Ben, et nous, on sait. C'est ça. Et après, il s'est mentionné dans la série qu'il y a probablement une taupe. Dans le fond, il savait qu'il y avait une enquête déclenchée, tout ça. Donc, nous, on est au courant. Ayant lu la suite, effectivement, on se doute que on comprend que c'est elle. C'est ça, parce que nous, on est toujours en avance. Donc, eux, ils enquêtent. Et en fait, nous, on est toujours en avance, vu qu'on a lu le reste et qu'on est au courant de ce qui se passe. Et ça, je trouve ça vachement intéressant, de se dire que nous, on sait ce qui va arriver, ce que c'est, tout ça. Et là, de voir Staros, là, justement, qui est contre... qui est en discussion un peu tendue avec Stellan, justement. Tu sens qu'il y a une distance entre elle et les Jedi, et tu comprends le truc, et la voir là, c'est sympa, c'était une case, mais tu vois, ça suffisait. Donc tu vois, c'est des clins d'œil qui sont encore une fois intéressants pour ceux qui ont tout lu de la Haute République, mais encore une fois, comme tu disais, c'est comme si toi t'as pas vu les films et que tu lis un truc Star Wars, franchement, ça passe. Depuis le début de l'émission, là, j'hésite à en dire trop sur ce qui se passe dans The Fallen Star, parce que là, la version française, je suis pas sûr que tout le monde l'a lu. Donc, la chute de l'étoile. Ouais, vite fait, quand même sorti depuis quelques temps, mais je trouve qu'il y a quand même plusieurs révélations là-dedans que j'essaie d'éviter de gâcher pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Ouais, non, c'est vrai. C'est qu'on n'a pas mis l'alarme en plus. Ouais. Sa sénatrice, on dira pas trop, mais elle aura un rôle à jouer plus tard, quoi. Donc, voilà. Après, au niveau structure du comic, j'ai beaucoup aimé. Alors, tu les as montrés peut-être avant, mais il y a des pages que j'aime beaucoup, genre les pages juste avant que se rencontrent les deux protagonistes principaux. T'as des pages vraiment où, comme celle-là, où les deux sont séparés, donc t'as 3-4 passages où comment expliquer, t'as chaque personnage, donc t'as Emmerich en haut et Sian en bas, qui vivent leur vie, qui suivent leur vie, qui ont leur petit bail avant de se rencontrer, et voilà, c'est cette page-là. Des dialogues un petit peu durs à suivre, t'as un bon exemple là, dans le sens qu'on a le dialogue de Emmerich en haut, le dialogue de Sian en bas. Ouais. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup mieux fait. On a eu le même principe dans justement la série Aventure, où est-ce qu'on avait la jeune fille et le jeune garçon, là, celui chez les Nihil et elle était chez les Jedi. Ouais. Et là, on avait justement le texte en 2 couleurs de bulles, on va dire, là, pour ce qui est de leur pensée. C'est ça. Mais donc, ça rend beaucoup mieux, je trouve, cette fois-ci. Ouais, c'était pas mal du tout là, ce côté de truc. Et pareil, il y a au niveau numéro 2 ou 3, je crois, non, c'était le 2, où tu vois la fameuse fusillade de Emmerich contre les Nihil. Et au même moment, sur une autre planète, du coup, et au même moment, t'as les aventures de Sian, voilà, c'est ce passage-là, et t'as Sian qui struggle avec ses propres bails dans les bas-fonds de cette fameuse planète ville, là. Et pareil, t'as une fusillade au moment de Sian, et t'as une fusillade au moment de... Donc le parallèle était intéressant. Bon, c'est basique, hein, mais il y a une certaine recherche, je dirais, pour Holder. Je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir pensé à ça. Et je trouvais la structure intéressante. On l'a pas mentionné beaucoup, juste de nom, mais on a Stellan aussi, qui est quand même pas mal présent dans cet album-là. Stellan Gios, qui est maintenant nouvellement membre du Haut Conseil Jedi. C'est ça. Et qui est un peu celui qui va donner le mandat à Emmerich, là, même si c'est la chancelière de façon plus hiérarchiquement élevée. Mais Stellan jusqu'à la fin, là, jusqu'à ce qu'il retourne justement sur la station, et là il croise Avar Kriss, et là on rejoint les événements qu'on a lus dans les romans. Donc vraiment là, pour ceux même pour ceux qui liraient jamais les BD, par exemple les 2 séries liées à la Haute République, mais qui ont lu les romans de la phase 1, moi je conseillerais cet album-là. Ah oui, complètement. Je conseille aussi. Ouais, et pour ceux qui ont lu les BD, justement, il y a, on va dire un crossover, là, vite fait. Hein. Il y a le numéro 4, je crois, où on voit tous les personnages. On voit pas
le Trandoshan, non, par contre. Mais on voit Keeve Trennis, on voit les deux jumeaux, Terek et Serek, complètement transformés par leur contact avec les Nameless. Et donc ce passage-là, où t'as Keeve avec sa fameuse coupe, juste après avoir infiltré les Nihil, donc ça c'est toute une aventure qu'on a vue avec eux dans la Haute République, qu'on voit là, furtivement encore une fois, mais ça fait plaisir. Tu vois, voilà, exactement, avec le fameux docteur Anacondan, voilà, le fameux docteur Serpent, là, avec son espèce de suit. Je trouve ça excellent déjà dans la série régulière. Le revoir là, c'était sympa. La relation Keeves Emmerich, pareil, elle est furtive, mais j'ai trouvé très touchant ce moment où tu as Keeve complètement désemparé et Sian qui observe Emmerich en train de réconcilier Keeve et qui voit qu'il y a quelque chose. Lui tomber dans les bras là. Voilà, c'est très pas mal d'émotions dans ce. Ouais, j'ai lu ce numéro plusieurs fois, là, 4 ou 5 fois, là, à force de reporter les émissions, à chaque fois, on avait prévu une date, tu te relis le truc et en fait, tu t'annules, tu repousses, donc tu relis le numéro 4, ouais, je crois, j'en suis à ma 5e, là, et à chaque fois, ça marchait, il y a le côté, très émotionnel. On en a pas trop parlé, mais le côté Nihil, avec tout le passage et ça y est, j'ai encore oublié le nom des chauves-souris, les Shadrafan. Chandrafan, voilà. Là, pareil, il y a toute une histoire parallèle avec le fameux Chandrafan principal qui travaille. Alors, au début, tu penses que c'est un île, mais en fait, il travaille sur deux tableaux différents. On avait eu dans les romans, d'ailleurs. Oui. C'est un docteur qui était présent dans les romans. Exactement. Et donc là, qui a un rôle assez important. T'as l'autre Chandrafan femelle qui le suit. Et qui, pareil, il y a tout un passage très très émouvant là sur la fin. En plus, il y a un petit côté Rocket Raccoon parce que sur la fin, donc t'as le fameux docteur qui pète carrément son câble. Hein, et il est traité comme un espèce de rat vu que évidemment il est minuscule, c'est un docteur machin. Donc les Nihil, il le traite comme de la. Hein, et à la fin, il se rebelle et j'ai plus l'image là, je la vois plus, elle est trop petite. Et il se met à défoncer c'est peut-être celle-là là. Voilà, il pète son câble. L'autre qui commence à voir qu'il pète les boulons et que. Alors déjà, il y a un travail sur l'échelle intéressant. Je trouve que on respecte le fait que quand il prend un flingue de quelqu'un de normal, le flingue il fait 2 fois sa taille au Chandrafan. Et j'ai été ému par son histoire à lui parce que tu te rends compte que t'en apprends plus sur son passé, qu'il a une famille à nourrir, tout ça, qu'il fait ça pour sa famille, machin. Et ça m'a touché. Je sais pas toi, mais cette histoire-là m'a beaucoup plu aussi. Ouais, effectivement. Puis c'est là que tu vois, en fait, c'est lui. On l'a mentionné tantôt, lui a décidé de trahir les Nihil, donc on voit qu'il cachait ses intentions depuis très très longtemps et là il explose. Ouais. Et très peu de temps après, on rattrape les événements avec l'autre Chandrafan, on rattrape les événements de Fallen Star, comme on voit à l'écran ou comme vous voyez sur l'affiche derrière moi, ou comme les gens ont dénoncé le fait d'avoir été spoilé, la couverture du livre et même le titre annonçait déjà la couleur. Là. Mais voilà, on voit le flambeau stellaire en feu. On ne voit pas sur ça, mais sur la couverture du roman, on voit en plus que ça se dirige vers une planète, donc ça annonce bon. C'est ça, le numéro 4 finit sur ça, là. C'est la dernière page du numéro 4, c'était un très très bon cliff, ça quand on lisait issue par issue, justement, c'était super là, d'avoir ça. Une belle construction de Lucasfilm, là. On voit que le Story Group a mérité son salaire dans ce projet-là de la très très bon. Et cerise sur le gâteau. Alors là, j'ai pas sélectionné malheureusement, mais peut-être heureusement parce qu'on aurait pu se faire striker par YouTube. Mais on a Bucket of Blood à la fin qui a une petite apparition et qui se met en slip du coup pour aller se battre contre les Nihil. Dans le fond, c'est qu'il y a du sang là, de la fameuse créature sur sa toge, là, on va appeler ça comme ça. Donc il la laisse à Emmerich pour qu'Emmerich aille analyser. Et lui a décidé que c'était son baroud d'honneur, justement, là, pour prendre une expression de France, qui dit absolument rien aux Québécois, mais qui et de Holder, justement. Ouais, c'est ça, le baroud d'honneur. Du premier roman. Non, mais c'est parce que je me souviens que quand on a appris que ça allait être ça, le titre en France, au Québec, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas l'expression, d'accord. Vous n'avez pas l'expression au Québec. C'est pas du tout employé au Québec, personne n'utilise ça. D'accord. Mais bref, voici le fameux... c'est les adieux, parce que c'est ça, Bucket of Blood. En français, c'était traduit par bouquet de sang, si je me souviens bien. Mais c'est ça, c'est vraiment là même à son padawan, en fait, qui a déjà annoncé qu'il
c'est ça, qui va se sacrifier. Mais ça, je pense que c'est dans le roman aussi, là, ce moment-là. C'est dans le roman aussi, ouais. Donc là, on a encore une fois une image, ce qu'on a déjà lu dans le roman, donc c'est très très cool. Et si je me rappelle bien, je crois que le nom de Nameless, donc qui sont ces fameuses créatures là, qui sont un peu teasées depuis le début de la phase 1. Le Nameless, le fait qu'il s'appelle les Nameless justement, a été nommé pour la première fois dans ce roman, dans ce tome-là, du coup de la piste des cendres, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai fait quelques recherches et effectivement, c'est la première apparition du nom, du fait que ça soit des Nameless, du coup. Voilà. Et la façon de les contrôler aussi, le coup des artefacts qu'on découvre, en ce moment dans la phase 2. Celui-là, par contre, là, dans cet album-là. Mais... Ouais. Bref. Excellent. Écoute, je te demandais, comme d'habitude, pour respecter notre tradition, tu lui donnerais quelle note sur 20? Alors, petite note et petite appréciation. Alors, note, j'ai adoré, j'ai vraiment surkiffé ce tome, vous l'avez compris. Je lui ai mis un 18 sur 20 et ça, je peux le dire, non seulement pour la première lecture, donc en numéro par numéro, mais à la deuxième, troisième, quatrième lecture, j'ai toujours plus apprécié. Et là, tout à l'heure, juste avant de commencer l'émission, je me suis refait le truc histoire de me remettre dans le bain. Et je trouve ça toujours de très très haute qualité, un excellent tome de comics Star Wars High Republic, vraiment encore une fois pour moi le best work de Daniel Rose et Holder, et que je conseille à 200% quoi, à tout le monde, même si on n'a pas lu les romans, même si on n'a pas lu les comics, c'est toujours mieux de les avoir lus, mais si on les a pas lus, allez-y quand même, c'est quand même une très bonne pioche, voilà. Excellent. Moi de mon côté, je vais lui donner un 17 sur 20, quand même bien mérité. Puis dans le cas de on va dire ma hiérarchie de notes là, je regardais ça tout à l'heure, c'est quand même le haut du panier. Vraiment du côté du scénario, j'ai envie de donner 100%. Là. Ah oui, à ce point. Graphique, à part des petites des clins d'œil comme tu as dit à l'album jeunesse que tout le monde s'en fout là, la course, mais bon, on est content de voir le personnage. Fait que c'est vraiment des Easter eggs pour faire plaisir du fan service, on va dire. Mais on est rendu dans le fan service très 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 comment dire précis là. C'est pas tout le monde qui lit la série jeunesse. Et puis Ram est sympa, c'est toujours un personnage très drôle. Et ce qu'il dit là, il a une réplique. Moi, il m'a fait mourir de rire, quoi, tu vois. Le seul truc qu'il dit quand il mentionne Sian, justement. Ouais, bonjour, dame que j'ai jamais rencontrée. Que j'ai jamais rencontrée, voilà. C'est des personnages, là, qui ont lu les romans, là, les différents romans. Ouais. Fait que c'est ça, un 17 sur 20. C'est sûr, au niveau graphique, comme j'ai dit, j'accepte la proposition, puis c'est vrai qu'en album continu, ça passe beaucoup mieux. Moi, j'ai aimé, en tout cas, si vous achetez l'album, moi, je vous conseille de le lire d'une traite. Préparez-vous, pour un 5 numéros, peut-être 1 heure, quelque chose comme ça, de lecture. Mais ouais, faites-vous-le d'un seul coup, parce que c'est ça. Moi, je trouve que c'est une mini-série qui, malheureusement, en tout cas, moi, je sais quand je les lisais numéro par numéro, là, tu sais, comics par comics, fallait souvent que je relise celui d'avant. T'étais pas dedans. Mettre dedans, là, parce que, on se perd facilement. Et comme ça va très vite, puis en plus, il y a des ellipses temporelles entre certains numéros, là, tu te demandes, attends, là, j'ai-tu manqué quelque chose? Je me souviens plus. Pourquoi? Bon. Donc, fait que c'est ça, lisez-le d'un coup. Et c'est ce côté graphique, acceptez-le. Faites avec. Moi, c'est vraiment pas mon style graphique préféré, mais pas de là à descendre l'album pour ça. Et c'est beaucoup mieux que plein d'autres navets au niveau graphique qu'on a eu là dans l'univers Star Wars au niveau comics. Fait que vraiment une valeur sûre. Puis moi aussi, là, je veux dire, complétiste ou pas, achetez-le. Dans le sens où souvent les mini-séries, j'ai l'impression, passent un peu à la trappe. Hein. Les gens, ils se disent, OK, je vais prendre toutes les Star Wars ou toutes les Vader. Ou là, il y a des fans inconditionnels de Afra. Fait que celle-là, j'ai l'impression que, mais c'est ça. Celle-là, je trouve que dans les mini-séries Star Wars qu'on a eues, c'est dans les bonnes. On avait eu l'ascension de Kylo Ren aussi qui était vraiment excellente. Mais ça, des fois, les mini-séries, je parlais tantôt du Halcyon Legacy. C'est un bon exemple. C'est pas le même niveau du tout. Fait que celle-là, La Piste des Ombres, trouvez ça en librairie, achetez ça. Et en plus, contrairement au roman, pour ce qui est des albums de Panini, c'est disponible au Québec. Donc, j'imagine dans le reste du Canada, il y a peut-être moyen de les avoir. Je sais pas, Jean, si tu as déjà vérifié en version française. Dans l'Ouest, c'est compliqué. En livraison, ça doit quand même peut-être se faire. Là. Donc, Archambault, évidemment, toutes les librairies, là, je cite juste les gros joueurs.
Il y a beaucoup de librairies québécoises qui expédient au bout d'un certain, avec livraison gratuite en plus de ce côté-là du Canada. Donc, par exemple, la boutique L'Imaginaire de Québec, oui, exactement. Qui expédie des objets de collection, des jeux, tout ça, ils ont des BD aussi, donc ils doivent pouvoir expédier. Et c'est ça, pour 30$, c'est quand même en plus, c'est ça, c'est moins cher que d'autres albums pour 5 numéros. Hein. Les prix varient selon la popularité des séries. Celle-là est pas la plus chère non plus. Donc voilà, achetez ça. Moi, je dirais dans le haut du panier de votre collection. Carrément. Sian forever. Ouais, écoute, on va faire les deux annonces tout de suite. On a oublié de mentionner en début d'émission qu'est-ce qu'on avait de récent au calendrier. Écoute, quand tu regardes ça rapidement, on avait je vais te laisser les ok. Oui, on avait, c'était la Team Québec qui avait fini sur le final de l'épisode 12 de la série Andor. Donc vous en avez très très bien parlé là pendant 1h20. Là, c'était très très bien. En plus, il y avait le retour du leader suprême pour en parler. Donc c'est très intéressant. Et effectivement, on a eu un Star Wars Collector sur c'est Seb qui menait la danse et qui nous parlait des tout ce qui était produits dérivés pour achat de Noël, pour futur achat de Noël. Dans le fond, c'est un peu devenu une tradition à Star Wars en direct, l'épisode de fin d'année cadeau de Noël, suggestion de cadeau de Noël. Donc là, effectivement, c'est par la même équipe qui fait habituellement les collecteurs. Voilà. Et plus récemment. Ah oui, c'est vrai, le dernier Quad 9, vu que Andor est terminé, donc les mercredis sont réservés, reviennent à la tradition des Quad 9. Donc là, c'était la team française, du coup, qui a repris le flambeau et qui nous parle un petit peu des dernières actualités Star Wars. Exact. Voilà. Et du côté de ce qui s'en vient, je sais qu'on a... J'ai pas d'image malheureusement pour l'instant, mais je sais qu'on a un épisode sur la musique, le premier épisode de Aude et qui était avec Aude, donc c'était Fred. C'était Fred, ouais. Donc avait été deuxième épisode. Donc là, c'est ça, va être le deuxième épisode qui s'en vient. Côté littérature, je crois que le prochain va être un épisode de manga, si je me souviens bien. Ouais, celui-là c'est pareil, c'est un épisode qui était reporté depuis un moment et j'espère que l'année prochaine on sera là pour enregistrer ce manga, donc le manga de la Haute République, donc Edge of Balance et le one-shot Legends of Luke Skywalker. Oui, et sinon en littérature, vraiment en roman, la semaine dernière est sorti ça fait-tu déjà 2 semaines? Ouais, ça fait 2 semaines. Le nouveau roman de la Haute République, donc qui s'appelle Convergence. Qu'on a débuté la lecture, donc on va éventuellement vous faire, une fois que les différentes personnes qui veulent participer vont l'avoir lu, on va vous faire une émission comme à notre habitude sur ce premier roman adulte, parce que l'autre qui était sorti, c'était le jeune adulte. Donc le premier roman adulte de la deuxième phase de la Haute République. Donc voilà, écoute, merci Jean. Merci à toi. Tes commentaires de grande qualité, ton appréciation de cet album-là. Et écoutez, comme d'habitude, on vous invite, je suis en train de chercher la petite animation, mais n'hésitez pas à partager l'épisode, à en parler autour de vous. C'est comme ça que des gens qui ont jamais entendu parler de nous découvrent la chaîne. Et ça fait une belle communauté qui grandit. Allez faire un tour sur notre Discord, beaucoup de discussions bien intéressantes sur justement tous les différents sujets, que ce soit littérature, musique, nommez-les, spoilers, tout ça. Donc, et une communauté très, très... si vous êtes tanné de la chicane, je sais qu'il y en a qui ont un peu de misère avec d'autres communautés, là, que ça vire toujours en foire d'empoigne. Nous, c'est pas compliqué, on n'a jamais affaire de police, parce que c'est ça se passe très, très, très bien. Les gens sont respectueux. Fait que venez jaser de tout ça avec nous. Venez aussi donner vos commentaires sur cet album-là, que ce soit l'album physique en français là, ou la série originale en anglais. Dites-nous ce que vous en avez pensé, est-ce que c'était à la hauteur de vos attentes, etc. Donc voilà. Merci encore de la part de toute l'équipe. Merci. On va recommencer ça. Donc merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Ciao.